Je suis bien coiffé, c'est bon? Parce que je suis filmé, donc. Alors, oui, comme disait le frère Jean-Thomas, donc, de fait, le thème tombe bien, parce que c'est dans l'actualité, double actualité d'ailleurs. D'abord parce qu'il y a un document qui est sorti, de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dans un document ecclésiastique, qui est sorti le 2 avril, sur la dignité humaine, et qui liste un certain nombre d'atteintes à la dignité humaine. Et au numéro 51, on peut lire que, dit-il, dans ce document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il y a un cas particulier d'atteinte à la dignité humaine, plus silencieux, mais qui gagne beaucoup de terrain. Il s'agit d'utiliser une conception erronée de la dignité humaine pour la retourner contre la vie elle-même. Et derrière ce texte, il y est question de l'euthanasie et du suicide assisté. Voilà. Donc une condamnation, bon, c'est pas nouveau dans l'Église, vous le savez, on n'est pas trop pour l'euthanasie et le suicide assisté. Et ce document rappelle qu'on a deux formes d'atteinte directe à la dignité humaine. Ça, c'est la première actualité. La deuxième, je ne sais pas si vous avez suivi, donc le président Macron avait donné une interview exclusive dans le journal La Croix et Libération. Intéressant d'ailleurs de voir le positionnement, La Croix et Libération, c'est pas dans le même univers, le 10 mars dernier, où il présentait non pas le texte d'un projet de loi, mais les grandes lignes, vous voyez que le texte est déjà derrière, les grandes lignes d'un projet de loi sur la fin de vie, projet de loi qui est présenté demain, pour la première fois, au Conseil des ministres. Vous voyez, donc on est à la veille. Alors, donc le thème de la fin de vie, c'est un thème qui peut être très vite technique. Il y a des juristes parmi vous qui ont du droit. Voilà, 1, 2, 3, 4. Il y en a qui sont en profession de santé, études de médecine, ouais, santé, d'accord. Voilà. Donc la fin de vie, on verra, j'évoquerai la loi française, ça peut être assez vite technique. Donc je me suis dit comment je vais aborder la question, mais je vais simplement partir de cette interview du président Macron, de cet entretien, de relever un certain nombre de points, et puis de l'éclairer, de voir quels sont les enjeux. Et à partir de là, tirer un certain nombre de fils, et voilà, de situer les enjeux, où est-ce qu'on en est actuellement sur ces débats-là. Alors, il commence son entretien en disant que cette loi à venir, nous l'avons pensée, dit-il, comme une loi de fraternité. Une loi de fraternité, ils se fronticide. Donc c'est beau, une loi de fraternité. Le terme est assez positif. Une loi, dit-il, qui concilie à la fois l'autonomie de l'individu, donc qui répond donc à une perspective finalement assez contemporaine. On a une société qui valorise l'autonomie de l'individu, l'autonomie du choix, ce qu'on appelle l'individualisme, et la solidarité de la nation. Et d'un côté, donc, il y a l'autonomie de l'individu, donc ce que demandent nos citoyens, qui demandent d'être reconnus dans leur autonomie. Et puis, en face, il y a la nation qui entend un appel à se poser à nouveau, se pencher sur les questions de la fin de vie, et qu'il y a des voix qui s'élèvent. De fait, il dit, j'étais à l'écoute à la fois de ce que dit le Conseil consultatif national d'éthique et puis les conventions citoyennes qui ont dit qu'il fallait faire avancer la loi sur la fin de vie, que notre loi était intéressante, bonne d'ailleurs, mais qu'elle n'allait pas assez loin et que les citoyens demandent à être écoutés, entre autres, pour mourir dans la dignité. Et donc, dit-il, cette loi nouvelle va, dit-il, ouvrir la possibilité de demander une aide à mourir. Donc, toute l'interview tourne autour de ce concept, cette idée qu'il va falloir faire un pas de plus vers une aide à mourir. Bon. Terme assez équivoque, ambigu, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, une aide à mourir. Alors, une aide, c'est quelque chose, pareil, la terminologie est assez positive, ça touche à la mort, et il précise sous certaines conditions strictes, vous voyez, comme s'il y a des garde-fous, mais quand même, on va vers l'aide à mourir. Il dit par ailleurs dans l'interview que nous avons constaté que la loi Claes-Leonetti, je reviendrai, donc ça c'est la dernière loi sur la fin de vie qui date de 2016, donc qui a été portée par deux députés, Claes et Leonetti, d'où la loi Claes-Leonetti, qui fixe le cadre légal actuel, avait conduit à beaucoup d'avancées, on verra lesquelles, mais, dit-il, on constate qu'elles ne permettent pas de traiter des situations humaines très difficiles. Voilà, la loi est bonne, permet de régler un certain nombre de cas, de prendre en charge la fin de vie, mais il reste toujours ces cas limites qui ne sont pas pris en compte, ou que la loi ne permet pas d'accompagner. Et donc, ce qu'il se propose, en
faisant le promoteur de cette loi, c'est d'apporter une réponse aux cas les plus limites qui n'étaient pas encore bien pris en charge. On va voir ces cas. Alors on lui pose la question, les journalistes sont malins quand même, il dit « Votre texte ne fera donc référence ni à l'euthanasie ni au suicide assisté ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il ne cite... Enfin, ce que dit Macron, c'est qu'il n'est pas question ni d'euthanasie ni de suicide assisté. Alors, il en est question en fin de compte, mais c'est là où le texte est, je trouve, très fort, enfin qu'il est très fort, dans son ambiguïté. Alors je vous cite un passage assez long. « Le terme que nous avons retenu est celui d'aide à mourir. Pourquoi ? Parce qu'il est simple et humain. Et qu'il définit bien ce dont il s'agit. » Vous voyez, donc l'idée, c'est que derrière l'aide à mourir, voilà ce qu'on vise. On ne veut pas légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté, mais l'aide à mourir. Parce que c'est un terme que tout le monde comprend. C'est simple. On veut aider les gens à bien mourir, à mourir dans la dignité. Et puis c'est humain, vous voyez. Donc on nous présente une loi humaniste. C'est pour le bien de l'homme. Et il continue, le terme d'euthanasie désigne le fait de mettre fin au jour de quelqu'un, avec ou même sans son consentement, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Hors de question d'aller vers l'euthanasie, dit-il. Ce n'est pas non plus un suicide assisté qui correspond au choix libre et inconditionnel d'une personne de disposer de sa vie. Le nouveau cadre propose, dit-il, un chemin possible. Vous voyez, donc le chemin, pareil, une terminologie un peu vague, on ne sait pas trop où ça va, mais on va ouvrir une voie nouvelle, vous voyez, un chemin possible dans une situation déterminée, avec des critères précis. Et tout de suite, on nous dit, attention, il y a du nouveau, mais ça sera bien encadré. Il n'y aura pas de débordement, comme on a pu voir dans d'autres pays, où la décision médicale a son rôle à jouer. Et les acteurs seront évidemment les personnes malades, la souveraineté de l'individu, mais aussi le cadre, les soignants auront leur mot à jouer dans ce nouveau chemin. Alors, il continue, ce nouveau modèle français ne propose pas le suicide assisté, il ne dit pas que chacun peut disposer de sa vie en demandant une assistance automatique au corps médical. En revanche, cette loi de fraternité, vous voyez, on répète, de fraternité, permet de choisir le moindre mal quand la mort est déjà là. Alors, je reviendrai là-dessus. C'est une loi qui nous permettrait de choisir le moindre mal. Vous retenez cette expression. L'intéressant, c'est qu'il y a un choix d'un mal. C'est-à-dire que le président nous dit, on va choisir un mal, mais c'est le moindre mal. Parce qu'il y a un mal plus grand qui est la souffrance en fin de vie, une condition de vie extrême où la vie n'a plus forcément d'intérêt, où les conditions sont... Voilà, l'existence est tellement difficile et insupportable que le chemin qu'on propose sera un moindre mal quand la mort est déjà là. L'idée que la mort est déjà là et de toute façon on n'a pas d'autre choix que choisir ce chemin possible. Intéressant, l'idée aussi que donc on vise des situations de fin de vie extrêmes, des situations où la souffrance ne peut plus être prise en charge de manière médicamenteuse, ce qu'on appelle la souffrance réfractaire à tout traitement, avec l'idée que la mort serait déjà là. Intéressant aussi. On verra qu'il y a d'autres positions, la position de l'Église et puis de beaucoup de soignants, ne prendra pas ce chemin. On ne dit pas, les personnes ne sont pas déjà mortes. Oui, mais l'idée, la mort est déjà là, et donc il y a comme un choix qui s'impose. Alors il dit, attention, il y aura des critères. Donc le président énonce 4 critères. Ça concernera des personnes majeures. Donc l'idée, hors de question de faire comme en Belgique ou au Canada, ou je pense au Canada, en tout cas en Belgique, où vous avez maintenant des mineurs qui peuvent demander d'avoir recours au suicide assisté, enfin à l'euthanasie en tout cas. Des mineurs qui estiment qu'ils ont une situation existentielle qui est trop lourde à vivre psychologiquement et qui peuvent demander. On a des euthanasies de mineurs. Donc, des personnes majeures, premier critère. Deuxièmement, des personnes qui sont capables d'un discernement plein et entier. Donc, il dit, et le président précise, comme ça, évidemment, ça ne concerne pas les personnes qui seraient atteintes d'Alzheimer ou qui seraient dans un état relationnel très diminué, ce qu'on appelle l'état végétatif, de manière péjorative. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, hors de question, évidemment, d'éliminer les personnes qui seraient diminuées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, d'être capable d'un discernement plein et entier lorsqu'on est en fin de vie, accablé par la souffrance extrême ? C'est une question qu'on peut se poser. La question du discernement d'une personne malade. Tous été malades, il suffit d'avoir la grippe, on voit que notre discernement est déjà d'avoir de la fièvre, c'est 39 ou 49 fièvres. Quand on vous demande ce que vous voulez manger, c'est le plus trop, vous voyez déjà. Donc, question de discernement.
Troisième critère, ce sera des personnes qui sont atteintes d'une maladie incurable et dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Bon, donc ça touche à la fin de vie, d'accord? Des personnes qui sont touchées par une maladie incurable. Donc, de fait, on sait qu'elles, comme nous, ça chemine vers la mort, mais le délai est plus court. Court ou moyen terme, qu'est-ce que ça veut dire le court terme? Ça peut être très long le court terme. Enfin, court terme, on voit. Excuse-moi, le moyen terme, ça peut être long. Et qui sont atteints de souffrances physiques ou psychologiques. Les deux vont souvent ensemble, ce qui est vrai. Des souffrances réfractaires, c'est-à-dire que l'on ne peut pas soulager. Donc l'idée, voilà. Donc vous voyez derrière, il y a l'idée qu'il la loi actuellement permet de prendre en charge et d'accompagner donc, des personnes en fin de vie dans la plupart des situations, mais il reste quand même ces cas limites, ces zones grises, où, et c'est vrai, il y a des personnes dont est-ce que c'est si vrai? Il faudrait voir. En tout cas, il y a des personnes qui estiment qu'il y a certaines situations limites où la souffrance alors physique ou psychologique ne peut pas être calmée, prise en charge, et que la vie est encore, en tout cas la fin de vie, trop difficile à assumer. Et donc, si tous ces critères sont réunis, dit-il, il faut que les 4 critères soient réunis, s'ouvre alors la possibilité, oui, donc c'est une possibilité, donc un chemin, il n'y a pas rien d'automatique, dit-il, pour la personne de demander à pouvoir être aidée de mourir. Donc, oui, être aidée de mourir. Au terme d'une procédure collégiale, donc la personne fait sa demande, il faut au moins 2 jours minimum d'attente pour tester sa détermination, donc on se donne quand même un temps. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir aller dans ce chemin-là, demander une aide à mourir? Et ensuite, la réponse va intervenir du côté médical, dans une procédure collégiale, où on fait intervenir et des soignants, des psychologues, etc. Et la réponse doit intervenir dans un délai de 15 jours. Bon. Donc le président veut être rassurant, on ne fera pas ça dans la précipitation, il y a des critères objectifs, il y a un délai de rétractation, la personne peut tout à fait revenir sur sa demande d'aide à mourir. Mais une fois, si la personne persévère dans ce projet, eh bien, il est du devoir du corps médical de pouvoir répondre à cette demande, donc à cette demande individuelle. Alors le projet de loi continue, et donc là il cite le projet de loi. Donc là c'est intéressant l'interview, c'est la seule citation qu'on a de ce projet de loi qu'on n'a pas encore. Voilà ce que dit la citation. L'administration de la substance létale, donc substance létale, donc une substance, un produit létal. Létal, vous savez ce que ça veut dire? Qui donne la mort, qui tue. Donc l'administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même. Donc vous voyez, quand une personne ingère d'elle-même volontairement une substance létale qui donne la mort, ça s'appelle un suicide. Okay, bon. Je rappelle, il n'était pas question de suicide, il y a le président Macron avant. Il est question d'une aide à mourir. Bon. Lorsque celle-ci n'est pas en mesure d'y procéder physiquement à sa demande, soit par une personne volontaire qui désigne lorsque aucune contrainte d'ordre technique ne fait obstacle, soit par le médecin ou l'infirmier qui l'accompagne. Donc soit la personne peut prendre elle-même, mettre fin à sa vie, et si elle ne peut pas, pour des questions, parce qu'elle est physiquement empêchée, eh bien, elle peut être aidée par une personne aidante, volontaire, ça peut être un membre de la famille, enfin un ami, ou un médecin ou un infirmier. S'il y a une question technique, s'il faut injecter, s'il faut l'injecter par intraveineux, c'est un geste technique, donc là on fera appel au corps médical. C'est ce qu'on appelle le suicide assisté. Donc vous voyez, donc 10 lignes plus loin, ce qui était un chemin nouveau, qu'on ne désignait ni par l'euthanasie, ni par le suicide assisté, il ressemble fort quand même. Très habile. Bon, on reviendra sur la technique, le procédé rhétorique et l'usage de l'euphémisme pour désigner la nature des actes que l'on pose. Vous sentez bien qu'il est bien question du suicide assisté. Enfin, personne qui décide de mettre fin à sa vie, d'ingérer une substance létale, et qui peut être aidé par un tiers, c'est ce qu'on appelle typiquement le suicide assisté. Enfin, je pense, on est d'accord. Alors, la loi, dit-il, aura 3 volets. La loi, dit-il, donc il élargit, attention, la loi, donc une loi sur la fin de vie, il est hors de question de légiférer, que d'ouvrir cette nouvelle possibilité d'aide à mourir. Non. La loi aura une première partie, dit-il, sur les soins d'accompagnement, les soins palliatifs. Ça, c'est le en même temps.
Mais en même temps, on va dans la logique de l'euthanasie et des suicides assistés, et en même temps, dans une logique totalement opposée, inverse. C'est là où on verra les détracteurs de la loi se disent mais il y a une incohérence. Enfin, c'est deux logiques, c'est deux philosophies du soin, de l'accompagnement, enfin deux philosophies de la fin, en fin de vie qui sont complètement contradictoires, opposées. Donc premier volet, les soins palliatifs. Et en ce moment, vous avez eu des annonces. Le gouvernement a annoncé qu'il mettrait une enveloppe de 1 milliard, je crois un plan décennal pour continuer à travailler et à œuvrer en faveur des soins palliatifs, et c'est très bien. D'ailleurs, les associations, les soignants qui travaillent dans ce domaine-là ont salué en tout cas cette promesse de cette enveloppe de 1 milliard, puis d'intégrer en vue aussi d'intégrer dans la formation des soignants voilà, cette philosophie du soin, cette dimension palliative, la médecine. Deuxième volet, renforcer le droit des patients et des aidants, et dernier volet, sur l'aide à mourir. Donc à la fois le président doit prendre attention. Nous aussi travaillons à consolider cette dimension palliative de la médecine, qui est une bonne chose. On est tous d'accord. D'ailleurs, je pense que c'est ce vers quoi il faut aller. Alors, on lui pose la question, mais est-ce que cette loi n'est pas opportuniste finalement? Est-ce que c'est pas un calcul politique, vous répondez finalement au souhait de la grande majorité des citoyens qui, depuis quand même plusieurs années, demandent une aide à mourir ou un droit à mourir, un droit nouveau. De fait, les partisans de l'euthanasie ont toujours dit que la loi française, que ce soit dans sa version 2005, la loi Leonetti ou la loi Claes-Leonetti, n'allait pas assez loin, parce qu'on ne concédait pas aux citoyens, l'individu, un droit à disposer librement de sa mort, de sa famille. Donc, toujours des choses qui étaient encore dans les mains du corps médical, qu'on n'allait pas assez loin. Donc, est-ce que vous concédez l'opinion publique, vous allez vous suivez le vent, l'opinion publique? C'est là où il est très malin, je trouve. Voilà ce qu'il répond. Je me méfie des sondages. Lorsque vous demandez si vous êtes favorable à un droit de mourir dans la dignité, il faut être bizarre pour s'y opposer. Si on demande aux gens, vous êtes contre un droit de mourir dans la dignité? Si je fais un sondage là, tout le monde dit pas non. On veut tous mourir dans la dignité. Je n'ai croisé personne qui veut mourir dans l'indignité. Mais quand on parle aux gens, il y a 1000 interprétations de ce que cela peut recouvrir. Il a raison. C'est tellement flou comme détermination. Vous voyez, on est tous ici, enfin, moi en tout cas, personnellement, comme prêtre catholique, et puis sans être catholique, forcément, je suis contre l'euthanasie ou le suicide assisté, et donc je suis pour mourir, en tout cas, que la fin de vie se fasse dans la dignité. On est d'accord? Les partisans de l'euthanasie et du suicide sont pour la mort dans la dignité. Donc il y a donc une équivoque. On ne parle pas de la même chose. Le président Macron est assez intéressant, il est habile dans son interview. Il dit non, moi je ne me fie pas au sondage. Par contre, c'est un choix beaucoup plus raisonné. Ce n'est pas un choix politique, mais on répond à une véritable demande et à un manque. Et alors, on lui dit, mais il a perçu la critique, il dit, puis j'ai bien perçu, dit-il, que dans les services de soins palliatifs, j'ai perçu une colère rentrée. Il a perçu que ça n'allait pas passer. Et il y avait cette idée qu'au fond, vous ouvrez ce chantier car vous ne voulez plus accompagner jusqu'au bout. Intéressant, c'est dans son interview, il prend en compte les objections qu'on peut lui faire. Président Macron, vous ouvrez cette voie parce que finalement, vous renoncez à ce qui est notre logique, nous, soignants, qui est d'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême de la vie humaine, jusqu'au dernier souffle, les personnes, et que finalement, en ouvrant ce chantier, cette nouvelle voie, cette loi de fraternité, vous êtes en train de nous dire, il y a un moment, il faut que l'accompagnement s'arrête et il faut y mettre fin. Donc il dit, j'entends ce que disent les soignants qui sont très investis depuis des années, et je salue d'ailleurs, on sent qu'ils saluent leur... mais, et c'est là qu'est intéressant, et là c'est là que le « en même temps » intervient, c'est très macronien, dit-il, il dit, moi je ne suis pas contre les soins palliatifs. Non. Et d'ailleurs, le premier volet de la loi va aller dans le sens d'un renforcement des soins palliatifs, et d'ailleurs, on va donner 1,3 million dans ce sens-là, dit-il. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un choix et on reconnaît l'immense travail effectué par les équipes de soins palliatifs. On ne les oppose plus à cette aide à mourir. Se tresse jusqu'à la dernière seconde par des gestes humains la possibilité de vous aider à en finir
car vous l'avez choisi. Avec ce texte, on regarde la mort en face. Oui. Mais attention, on va essayer de faire cohabiter finalement la carpe et le lapin. Non, à la fois, on va renforcer, on va dire, continuez votre travail, et puis on dit aussi aux personnes en fin de vie, eh bien, ça ne s'oppose pas. On vous accompagne, et puis à un moment, si vous estimez que l'accompagnement n'est pas suffisant et qu'il faut faire un pas de plus, eh bien, on vous aidera aussi à choisir, à répondre à votre désir, voilà, de voir votre vie se finir, de vous aider à mourir. Oui. Et se tresse, vous voyez l'expression, c'est génial rhétoriquement, se tresse jusqu'à la dernière seconde par des gestes humains, la possibilité de vous aider à en finir. Oui. Comme si la mort, donner une substance létale était un geste humain. C'est formidable comme rhétorique, comme choix des mots. Oui, donc on fait passer quelque chose qui, je pense, est profondément immoral pour le geste suprême d'humanité. Voilà. Le fait de vous donner la mort, vous aider à choisir, ou à partir, ou à suicider, serait l'ultime preuve d'humanité. Avec ce texte, on regarde la mort en face, comme si, jusqu'à présent, on ne la regardait pas en face. On se détournait, on n'accompagnait personne, et puis on ne voulait pas, finalement, voir qu'à un moment, il fallait accepter. Quand on accepte la mort, les soignants l'acceptent, il n'y a pas de déni de la mort. Oui. Bon. Je finis, dernière citation. Il y avait aussi cette crainte que le moment de la mort soit quelque chose d'administré, un geste prométhéen transgressif. Vous voyez, donc l'idée que le fait d'aider à mourir, donc d'aider une personne, et donc poser un geste, en fait, c'est bien ça, donner une substance létale, que la personne se l'administre elle-même ou qu'on l'aide, on coopère de toute façon au geste. On procure la substance létale, quelque chose de prométhéen. Vous voyez, c'est-à-dire tout d'un coup, on s'accorde une prérogative divine, quelque chose de transgressif. J'ai eu de longs débats, dit-il, avec plusieurs représentants des religions sur la distinction qu'il fallait faire entre une prescription létale et l'arrêt total des traitements qui précèdent une sédation profonde et continue. Nous sommes restés dans l'épaisseur de ces différences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes restés dans l'épaisseur de ces différences. Parce qu'ils disent, voilà, j'ai bien entendu les religions, qui sont quand même les plus opposées, avec les soignants d'ailleurs, ceux qui sont investis depuis les années sont palliatifs, mais donc j'ai bien entendu les objections. Voilà. Moi, je ne vois pas trop de différence, dit-il, entre l'arrêt des traitements qui précède, on verra ce qu'on appelle une sédation profonde et continue en phase terminale d'une maladie incurable, qui est un geste médical que la loi permet, et, dit-il, la prescription létale. Il dit, bon, nous sommes restés dans l'épaisseur de ces différences. On sent bien que lui, il assimile quasiment les deux gestes équivalents. Finalement, il dit, non, c'est finalement la même chose, il y a ça. Alors on verra de fait que la loi, peut-être n'est pas si claire, que certaines formes de sédation profonde et continue en phase finale d'une maladie incurable, pourraient être assimilées à une euthanasie. Ce n'est pas forcément l'esprit de la loi, mais on peut toujours interpréter la loi, l'utiliser dans une visée euthanasique. Mais il y a quand même une différence. Et là, il semble estomper les deux, vous voyez. Bon. Vous voyez pour le texte, donc je vais reprendre les éléments pour l'éclairer. Je l'ai lu, je ne l'avais pas lu, je l'avais lu d'Israël. En lisant, je me dis, il est quand même très fort. C'est quand même très très fort. Il faudra passer la pilule. Très habile, prendre en compte les objections. De ne pas nommer les choses. Et pourtant, je ne veux pas aller vers l'euthanasie, mais c'est ce dont il est question. Alors, il y a eu quelques réactions assez virulentes à bord de la conférence épiscopale de France. Moulin-Beaufort, donc le porte-parole des évêques de France, a dit, voilà, il dit-il, le président parvient à reprendre et à approprier au texte annoncé notre grand point d'assistance qui est la fraternité. De fait, les évêques de France insistent beaucoup sur la fraternité, avec l'idée qu'on a un devoir de fraternité avec les personnes en fin de vie, et donc qui doit s'exprimer par l'accompagnement. On doit se tenir avec eux, avec ces personnes, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême de leur existence. Il est quand même très fort, il a réussi à récupérer ce terme pour dire exactement l'opposé de notre philosophie, notre vision de la fin de vie. Appeler loi de fraternité un texte qui ouvre à la fois le suicide assisté et l'euthanasie est une tromperie. Une telle loi, qu'on veuille ou non, infléchira tout notre système de santé vers la mort comme solution. Et donc ce chemin qui s'ouvre, cette possibilité, alors soi-disant bien encadrée, en fait, entraîne maintenant la mort, le fait de pouvoir donner la mort délibérément, devient une nouvelle solution thérapeutique ou un nouveau soin
même si Macron ne parle pas de soins, mais en tout cas une nouvelle possibilité. Et Moulin-Beaufort dit, c'est de la rhétorique. En réalité, le texte ouvre la voie aux deux possibilités en même temps. Nous, évêques, nous demandons que la société aide à vivre et à vivre jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Oui. Le président Macron disait, ouais, d'accord, c'est un mal, mais c'est le moindre mal quand la mort est déjà là. Un soignant sans palliatif ne dira pas que la mort est déjà là. Hein? Ils accompagnent des vivants. Ils n'accompagnent pas des morts. Un mort, on l'enterre. Non, on accompagne des vivants. Oui. Or, une société, et ce que nous promouvons, en tout cas de l'Église, et puis d'autres personnes qui sont des gens de bonne volonté, enfin, il y a énormément de soignants qui ne sont pas chrétiens, qui disent, voilà, nous voulons aider à vivre, et à vivre jusqu'au bout. S'il y a quelque chose encore à vivre. Ce qui aide à mourir de manière pleinement humaine, ce n'est pas un produit létal, c'est l'affection, la considération, l'attention. Oui. Le vrai geste humain, le vrai accompagnement, ce n'est pas donner un produit létal, mais c'est l'accompagnement. Oui. Et il conclut sa réaction en disant « Le moindre mal reste un mal, le projet actuel mêle les deux gestes. » Oui, ça reste un mal. Donc on verra d'ailleurs la question, je finirai là-dessus, est-ce qu'on peut, en tout cas d'un point de vue de la morale catholique, dire qu'il y a des situations où on puisse choisir le moindre mal, et que dans certaines situations extrêmes de fin de vie, entre deux mots, on choisit le pire. Est-ce qu'on est contraint, en fin de vie, à choisir le moindre mal? Oui. Entre une vie qui paraît tellement accablée par la souffrance, oui, qui semble un mal incommensurable, un mal indépassable, et puis ce moindre mal qui est de donner la mort pour mettre fin à cette situation tragique. Oui. Est-ce que ce dilemme existe vraiment? Le président Macron semble dire que dans certaines situations, on est face à ce dilemme, et que finalement, il n'y a que deux choix qui se profilent devant nous. Soit accompagner de manière impuissante et assister à l'agonie, à des souffrances psychologiques ou physiques terribles, soit poser un geste humain. Finalement, le dernier recours, si on est vraiment humain, ce serait de mettre fin à cette situation pénible par un geste létal, qui sera un moindre mal. Est-ce que le dilemme, c'est celui-ci? Est-ce que vraiment, en fin de vie, on est en face de ces deux choix? Est-ce que ce sont les deux seuls chemins possibles? On verra. Une psychologue, dans une tribune de la Croix, disait « La demande d'une aide à mourir est, dans la très grande majorité des situations que nous rencontrons sur le terrain, non pas une demande de mort, mais d'une réelle prise en charge de la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Il faut que cela cesse, disent les malades, semblent s'entendre actuellement comme « je veux mourir », alors que c'est le plus souvent « aidez-moi à ne plus souffrir pour que ma vie soit acceptable et digne jusqu'au bout ». Et c'est ce que nous disent les patients en vérité. Donc ça, c'est le retour. J'ai eu pas mal de... Moi, je ne suis pas soignant. J'ai accompagné quelques personnes en fin de vie, comme prêtre, pas énormément, mais un petit peu. Voilà, j'ai lu pas mal de témoignages de soignants, de gens qui accompagnent des fins de vie, et ils le disent tous. Quand on dit « aidez-moi à mourir », c'est pas « donnez-moi la mort » ou « aidez-moi fournissez-moi une substance létale ». Alors certains, oui, mais ils sont une minorité. La plupart, c'est « soulagez-moi », aidez-moi, voilà, aidez-moi à ne plus souffrir. Prenez en charge ma souffrance, accompagnez-moi, pour que ce qui me reste de temps à vivre puisse se vivre dans les meilleures conditions. Oui. Donc c'est un appel à l'aide, c'est pas un appel à être supprimé. Oui. Je crois que c'est assez juste. Ça, c'est vraiment une constante des soignants. Un philosophe, dans le Figaro, Pierre Manant, philosophe catholique, des réflexions intéressantes, je vous livre, que je commente. Avec cette loi, en tout cas ce projet, dit-il, on donne l'autorisation formelle d'aller à l'encontre du principe universel et fondateur de la vie proprement humaine. Dit-il, il y a un principe fondateur, c'est tu ne tueras point. Il y a des principes comme ça, des principes qui sont transculturels, qu'on peut formuler de manière négative, tu ne tueras pas, ou positive, tu respecteras le droit à la vie de chacun, chaque personne, chaque individu, quelle que soit sa situation, sa race, sa condition, son âge. Voilà. C'est quelque chose de fondateur, vous voyez, il les interdit. Et c'est là, vous voyez, cette espèce de limite, voilà, d'un côté on est dans l'humanité, et de l'autre côté dans l'humanité. Et le fait, c'est comme ça qu'on juge aussi l'histoire.
comment nous pouvons, alors je ne vais pas faire de la réduction à l'Hitlérum, hein, mais comment est-ce qu'on a jugé, comment est-ce qu'on peut juger que les crimes du stalinisme ou du nazisme sont odieux? Ben parce que ces gens-là, hein, il y a des personnes qui ont transgressé ce principe fondateur et qui ont tué. Et tué des personnes innocentes. On n'est pas dans le cas de combattants, hein. Ils ont tué délibérément, ont mis fin à la vie. Oui. Donc ils sont passés de l'autre côté, hein, de l'humanité. Ils ont transgressé ce principe, ils n'ont pas respecté, hein, ce droit inaliénable à la vie. Et je pense que c'est juste, hein, il y a quelque chose de fondateur. Et c'est cette limite, hein, qui fait qu'on est un homme ou qu'on est, je ne sais pas une bête, hein, mais qu'on est inhumain, on est un monstre, oui. Qu'on sort de l'humanité. Oui. C'est un encouragement immédiat à chercher et bien sûr à trouver les occasions d'user de l'autorisation qui vont se multiplier. Et puis voilà, le principe c'est que dès qu'on ouvre cette porte-là, on connaît, hein, vous ouvrez une porte, vous mettez le pied dedans, et au début ce qui paraît être une transgression à la loi, une exception, devient la norme. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet cliquet juridique. Une fois que vous avez posé, vous pouvez pas retourner en arrière. Et on le voit bien, hein, dès qu'on transgresse, c'est difficile de revenir en arrière. Dès qu'on a donné la possibilité, et il suffit de regarder, hein, les chiffres, hein, les demandes d'euthanasie du CSC ont beaucoup augmenté dans les pays qui ont légalisé. Ça a augmenté l'offre augmente la demande aussi, vous voyez. Dans tous les pays où le pas a été franchi, dit-il, on observe une augmentation sensible, parfois même considérable, des demandes d'aide à mourir, jusqu'à fournir un pourcentage significatif du nombre de décès. 8% au Québec, par exemple. C'est pas mal, hein, 8%. Il faut le répéter, la loi qui autorise est nécessairement une loi qui encourage. Autoriser, parce que la loi, dit-il, elle a un aspect normatif. Si la loi, tout d'un coup, autorise, même à titre d'exception, avec des critères, eh bien, on encourage. C'est-à-dire que la loi, finalement, ne dit plus que c'est formellement quelque chose d'interdit ou un mal, c'est un mal possible. C'est un mal qu'on peut choisir. Non seulement elle entame la confiance du malade dans les soignants, mais elle baisse la confiance déjà fragile qu'il a dans son droit de vivre. Et ça aussi qui est intéressant. Ce que disent les soignants, c'est que non, il y a ce qu'on appelle un pacte, pacte de soins entre le soignant et la personne soignée, que celui qui me soigne ne mettra pas fin à ma vie. C'est ça qui fonde la confiance. On ne connaît pas les gens qui nous soignent. Il y a un minimum, on pose un acte de foi, que la main qui me soigne ne sera pas la main qui mettra fin à mon existence. Ce qui fait que je peux me remettre entre ses mains, et je sais que cette personne-là fera au mieux pour m'accompagner. Pas forcément me guérir, hein, parce que la médecine n'est pas toute puissante, mais au moins m'accompagner et me procurer les soins nécessaires jusqu'au bout. Si maintenant la loi autorise les soignants à poser ce geste létal, eh bien ça entame la confiance. Oui. Qui déjà, dit permanent, ce droit de vivre, le fait d'être reconnu dans son droit à vivre, était déjà pas mal fragilisé. C'est le point peut-être le plus douloureux. Combien de vieilles personnes se sentent déjà une charge pour leurs proches? Est-ce vraiment un progrès de la fraternité que de leur suggérer, en leur ouvrant cette liberté, que leur devoir serait peut-être de soulager leurs proches de cette charge? Oui. Ce que Pierre Manant dit intéressant, c'est on se rend compte aussi que dans notre société, et ça, ce qu'on appelle le phénomène de mort sociale, hein, vous ne savez peut-être pas, mais beaucoup de personnes âgées sont seules, vivent en EHPAD, ne reçoivent aucune visite de leurs proches, sont abandonnés, hein, donc se considèrent comme un poids pour la famille. Concrètement, on ne vient pas les visiter. Hein, c'est impressionnant les statistiques, hein, regardez, on peut les trouver. Hein, nos personnes qui ne reçoivent aucune visite d'un proche pendant l'année. Donc un sentiment, ces personnes sont déjà mortes socialement. Oui. Bon, si on est déjà mort socialement, pourquoi pas finalement glisser vers la mort tout court, vous voyez. Ouais. Donc cette loi enverra un signal à ces personnes-là, bien, pourquoi pas partir. Enfin, une loi, une fois l'aide active à mourir instituée, un milieu professionnel se forme, les prestataires de ce service rivalisent d'initiatives, et cet acte exorbitant devient un rouage ordinaire de la machine sociale. Bon, là, on se dit peut-être qu'il va un peu loin, Pierre, maintenant. C'est un peu comme ça que ça marche, vous créez une catégorie de soignants, hein, qui vont, eux, être administrer voilà, puis après, ils se spécialisent, et puis voilà, ça fait partie du rouage social, la machine sociale ordinaire. Il y a des gens qui donnent la mort. De la même manière qu'il y a des soignants qui sont spécialisés pour mettre fin à la vie au début de l'existence, hein, voilà, qui sont spécialisés pour mettre fin, pour pratiquer des interruptions médicales de grossesse ou des interruptions médicales de grossesse. Non, spécialisme, ça fait partie
Et d'ailleurs, on veille ce qu'on est toujours. Hein. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, oui, le président Macron dit, voilà, la loi française, qui est bonne, hein, ne va pas assez loin. Alors, qu'en est-il de la loi française? Je ne sais pas si vous connaissez la loi française sur la fin de vie. Il faudrait la connaître, hein, parce que dans cette loi, ils sont formulés vos droits, hein, les droits de toute personne et toute personne malade. Or, chacun d'entre nous, nous pouvons basculer dans la catégorie des personnes malades, pas forcément un jour en famille peut-être, mais malades, et nous avons un certain nombre de droits, hein, il y a cette condition propre, et, voilà. Et donc la loi française a tout un tas de déterminations, les choses sont assez encadrées quand même. Alors, je remonte en 99, hein, donc Kouchner, qui était ministre de la Santé, peut-être pas connu, il est trop jeune, la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés peut-être en 99. Donc la loi de Kouchner de juin 99 ouvre pour la première fois la garantie du droit à l'accès aux soins palliatifs. Donc c'est une première avancée où voilà, c'était des soins qui étaient en train de se développer. Hein, la culture palliative était entrée en France dans les années 80-90 et pour la première fois dans un texte législatif, on reconnaît comme un droit, voilà, chacun doit pouvoir avoir accès à ce type de soins. Voilà. Et cette loi va définir les soins palliatifs. Voilà. Première loi qui pose un premier cadre, hein, autour de la fin de vie. La loi qui va vraiment encadrer légalement la fin de vie, c'est la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, hein, du nom du rapporteur de cette loi, et qui est une loi qui est, d'après son titre, hein, relative aux droits des malades et à la fin de vie. Donc c'est une nouveauté, on crée un code de santé publique, un nouveau chapeau, voilà, où on va créer des droits, reconnaître des droits aux personnes malades, et notamment lorsque ces personnes sont en fin de vie. Parce qu'à l'époque, il y avait tout un tas d'événements, de faits divers, puis d'événements médiatiques, où on avait assez médiatisés, où des personnes ont de fait eu des fins de vie terribles, sont morts dans de souffrance, et qu'on a appelé à l'époque au président Chirac en demandant un droit à pouvoir être aidé à mourir. Donc il y a eu tout un débat public. On avait aussi découvert qu'il y avait des pratiques euthanasiques dans certains milieux hospitaliers. Donc il fallait mettre un peu là-dedans. Et puis aussi, les députés avaient senti aussi qu'il y avait ce phénomène de mort sociale, qu'en France, on mourait mal. Que les souffrances en fin de vie étaient mal accompagnées, pas assez bien pris en compte, et qu'il fallait légiférer pour améliorer, de fait, le sort des personnes malades. Voilà. Et puis aussi, c'est une époque où on a pris conscience aussi, hein, que la médecine avait fait d'énormes progrès, c'est louable, mais qu'aussi elle avait entraîné des conditions d'existence nouvelles. Hein. Les progrès de la réanimation fait que des personnes qui seraient, il y a peut-être 40 ans, qui seraient mortes, hein, peut-être un arrêt cardiaque, peut-être qui arrêtait le cancer, bon, on ne peut pas trop vous soigner, voilà, on ne peut pas vous réanimer, voilà, et donc vous mourrez assez vite. La réanimation fait beaucoup de progrès, voilà, ce qui fait qu'on est capable de maintenir en vie ou de réanimer des personnes, et donc de créer des conditions d'existence un peu nouvelles, un peu limites d'ailleurs, hein, des personnes qui vont vivre dans des états relationnels diminués, ce qu'on appelle les états végétatifs, des handicaps lourds. Voilà. Et donc, voilà. L'idée aussi que la médecine s'était technicisée et un peu éloignée, voilà, qu'entre le médecin et la personne malade, il y avait toute la technique qui s'était engouffrée, et finalement que le médecin devenait un technicien, il pouvait être assez loin, que une personne malade se sentait pas forcément écoutée dans sa souffrance, et que finalement le médecin était tout puissant, hein, qui décidait de sa vie et peut-être de sa mort aussi. Et donc il y avait une volonté aussi du côté de la société civile aussi que les citoyens et les citoyens malades puissent aussi reprendre en main leur existence. Donc, voilà, l'idée, voilà, qu'il fallait réajuster aussi le rapport de la médecine, de réhumaniser la médecine, ce qui est une bonne chose. Enfin, cette médecine ne pouvait pas être toute puissante. Voilà, donc la loi, voilà, a essayé donc il y a eu un long travail, ils ont fait beaucoup d'enquêtes, ils sont allés voir beaucoup de soignants, de personnes malades, il y a un travail remarquable. Et cette loi, ce qui est quasiment unique, ou très rare à l'Assemblée, a été adoptée à l'unanimité des deux chambres, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat. Unanimité. Et donc c'était vraiment une loi de consensus, comme on en voit rarement en France. Parce que le texte, on le verra, est quand même très équilibré. Voilà. Bon, je vais très vite. Donc le premier article insiste sur le devoir d'éviter ce qu'on appelle, non techniquement, enfin de manière ordinaire, l'acharnement thérapeutique. Ce qu'on appelle en termes techniques l'obstination déraisonnable. Donc pour la première fois dans un texte, il est dit qu'il y a un devoir d'éviter
tout acharnement thérapeutique. Hein, la loi dit ceci, les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. C'est le terme technique. Lorsqu'ils apparaissent, alors il donne 3 critères. Lorsque les actes médicaux apparaissent inutiles, c'est pas la peine de continuer à, quand vous êtes en cancer en fin de vie, à faire des chimios sur chimios, alors que on sait qu'il n'y a plus d'avantages ou de bienfaits thérapeutiques, enfin, que le corps n'est plus capable de supporter, fait qu'il y a plus de, on le sait à un moment, hein, que tel ou tel traitement n'accomplit plus sa finalité thérapeutique, donc il devient inutile, donc il ne faut pas s'acharner, il faut arrêter, ça devient déraisonnable. Quand les actes médicaux sont disproportionnés, ça devient trop lourd, on sort la grosse artillerie et ce n'est pas proportionné à la situation, ou quand ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Et donc dans ces cas-là, lorsque c'est un des 3 critères apparaît, donc qui permet de juger qu'on est face à quelque chose de déraisonnable, ces traitements peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Donc on peut décider de les arrêter, ou simplement de ne pas dire, la personne malade peut tout à fait dire, moi c'est trop lourd, je ne me sens pas de rentrer, j'accepte l'évolution normale de la maladie, je sais que la mort, la vie touche à son terme, que la mort va faire son œuvre en moi. Voilà. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de vie. Donc ce que dit le texte, c'est que, à la fois du côté des soignants et des malades, hein, dans un dialogue, on peut demander à suspendre des actes médicaux ou ne pas les entreprendre. Hein, parce qu'il y a un principe fondamental dans le droit français, que le libre consentement aux soins. Nul d'entre nous ne peut être soigné contre sa volonté. Alors, sauf en cas de danger de mort, parce qu'il y en a qui fait une crise cardiaque là, que les secours arrivent, vont essayer de vous réanimer, on ne va pas vous demander votre avis. Bon. Sinon, ce serait non-assistance à la personne engagée. Mais normalement, hein, dans certaines thérapeutiques un peu lourdes, vous devez consentir aux soins. Oui. Même quand vous allez chez le dentiste, enfin, normalement, il va vous dire, voilà, je vais faire ça. Si vous pouvez tout lui dire, ben non, je ne vais pas me faire arracher la dent. Il ne peut pas vous arracher la dent de force, vous voyez. C'est impossible. Ça serait contre votre liberté individuelle. Alors, ce que dit la loi, c'est que même si on arrête ou qu'on arrête des traitements, ou qu'on les suspend ou qu'on ne les entreprend pas, on continue quand même à sauvegarder la dignité du mourant et assurer sa qualité de vie. On continue à le soigner, à le prendre en charge, jusqu'au bout. Voilà. Alors, ce texte-là, il y a un bioticien que j'aime bien, qui est un jésuite, c'est dans la caméra, remarquable, c'est un grand bioticien français, le père Verschueren, qui disait « Les 2 premiers critères sont assez clairs, hein, traitement disproportionné ou inutile. Par contre, la question du seul maintien artificiel de la vie, c'est pas très clair. Alors à la fois la loi a voulu rester assez générale, mais il peut se glisser une ambiguïté. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, la formule n'avoir d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie? Alors Leonetti disait, cela désigne le fait de maintenir la vie au sens strictement biologique, la vie sans l'humain. La vie sans l'humain. Donc l'idée qu'il y a des moments où vous avez en face une personne qui serait maintenue en vie artificiellement, hein, par un système de ventilation artificielle, par exemple, et qu'enfin, voilà, donc vous auriez une vie biologique, mais il n'y aurait plus l'humain, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de communication. Mais dans ce cas-là, on peut aller très très loin dans cette idée-là. Bien sûr. Parce qu'au bloc opératoire, il n'y a pas de communication avec Bien sûr. D'où le fait que si c'est ça, il y a beaucoup de... Nous, on a un frère ici qui a été transplanté cardiaquement. Il y a un moment, il ne communiquait plus, il était assisté, sans assistance artificielle, donc sans machine, dialyse, une aide à respirer, et même il a eu un moment un système qui a compensé son cœur, une pompe, hein, qui palliait à la déficience de son cœur. Sans ce système-là, qui maintenait ses fonctions biologiques, alors qu'à un moment il ne pouvait plus communiquer, il était dans le coma, de fait, extérieurement, d'un point de vue phénologique, hein, de la perception, de fait, c'était de la vie sans l'humain. Enfin bon, une vie biologique humaine sans l'humain, est-ce que la distinction, elle est réelle? Je ne pense pas. Si on a de la vie humaine, on a de l'humain. Je veux dire, notre frère, on parle d'état végétatif dans ce cas-là. C'est un terme qui est impropre. Le frère qui était dans le coma, maintenu en vie par des artifices, hein, des machines, c'était pas une plante, c'était un être humain, d'accord.
qui ne pouvait pas communiquer, hein, qui avait été dans un état de conscience minimal, il n'empêche qu'il était bien là. Et de fait, une fois que son corps a pu reprendre des forces et voilà, les opérations nécessaires, vous le croisez, il est plus qu'humain. Vous voyez. Ouais, donc de fait, matière artificielle, le terme est assez flou et on voit très vite que le risque, hein, c'est finalement d'estimer qu'il y a un moment, on le voit, bon, il y a des cas extrêmes de fait, hein, c'était le cas, enfin, Vincent Lambert, hein, voilà. Certains estimaient qu'il n'y avait plus qu'une vie biologique, ses parents estimaient qu'il y avait comme un minimum de communication, qu'il était toujours présent. Là, on est dans un cas limite, hein, si je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, il y a des cas limites. Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que la vie est maintenue artificiellement que c'est disproportionné, inutile ou déraisonnable. Il y a un moment où oui, hein, il y a un moment où on sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Hein, si l'encéphale est complètement abîmé, qu'il y a des lésions au niveau encéphalique qui fait qu'elles sont irréversibles, que les organes sont tellement abîmés, lésés qu'ils ne pourront pas revenir à un état fonctionnel. De fait, la matière artificielle fait qu'il n'y a plus qu'une vie biologique, enfin, qui n'est plus humaine. D'accord ? De fait, si on arrête tout, il n'y aura pas de retour possible. Ça, on le sait. Il y a des cas où c'est assez clair. Il y a d'autres cas. Bon, après, c'est bien que la loi reste dans le flot aussi, hein, parce que la loi n'est pas là pour rentrer dans le détail, hein, et de dire telle situation exactement. Mais voilà, déjà on introduisait peut-être, hein, dans ce texte-là. Alors rassurez-vous, hein, quand les médecins appliquent la loi, il y a ce qu'on appelle des guides de bonne conduite, hein, de bonne pratique, hein, qui sont donc alors vous trouvez sur Internet, par exemple, qui sont des documents qui sont fabriqués par les agences régionales de santé, qui sont des documents très longs, qui sont des procédures très techniques, qui sont des garde-fous pour éviter évidemment d'aller vers des gestes euthanasiques, etc., etc. Voilà. Il y a quand même toute une pratique médicale. Et clairement, si le médecin est bien attentionné, en général, et qu'il n'a pas d'intention euthanasique, il sait faire la part des choses. Mais bon, il y a quand même une ambiguïté, il faut relever. Le troisième critère est donc assez flou. Voilà. Cette loi apportait aussi des nouveautés, hein, qui étaient donc de fait aussi qu'il y avait une obligation faite aux médecins lorsqu'il y avait une décision importante à prendre pour la vie qui pouvait influencer la vie de la personne, hein, en fin de vie, ou réduire son espérance de vie, hein, que toute procédure, que toute décision importante en fin de vie soit prise au sein d'une procédure collégiale, hein, que le médecin ne soit pas le seul à décider. D'accord ? Donc il consulte en général un autre soignant qui n'est pas dans la boucle médicale, enfin qui est extérieur au dossier, hein, d'une autre unité. On consulte aussi normalement aussi des psychologues, hein, peut-être des bénévoles aussi, sympathiques, la famille, personnes de confiance. Voilà. Ça, c'est la théorie. Hein, d'accord ? Ensuite, la loi introduisait ce qu'on appelle un nouveau droit, qui est celle de pouvoir rédiger des directives anticipées. Donc de laisser donc un texte, hein, révisable en tout temps, où la personne dit voilà, si il m'arrive d'être dans telle situation existentielle, voilà, eh bien je demande qu'on ne fasse pas telle procédure médicale très dépendante. C'est-à-dire que l'idée que si jamais je perds l'usage de ma conscience, je peux m'exprimer, qu'on puisse consulter mes directives anticipées, un testament de vie, voilà, qui peuvent être révisés évidemment, parce que difficile de savoir quand on est en pleine santé ce qu'on voudra lorsqu'on est malade. Bon. Et enfin, la loi crée un droit nouveau aussi, qui est la capacité à désigner une personne de confiance, une personne qui sera mon porte-parole au cas où je serais inconscient, qui pourrait dire je le connaissais bien. Par exemple, ici, moi, mon premier jour, c'est le prieur. Si je suis dans le coma demain, le prieur dira frère Sébastien, c'est un prêtre catholique. Il n'aurait pas voulu que soient posés sur lui des actes qui soient contraires à la morale catholique, par exemple. Rôle de la personne de confiance. Bon, voilà. Et puis donc le droit de refuser des traitements, etc. etc. La loi Léoticlès va renforcer les droits de la personne malade et entre autres va renforcer les directives anticipées, parce que jusqu'à présent, les médecins étaient tenus de les respecter, c'est-à-dire de les prendre en compte dans leurs décisions médicales, hein, dans le collégial, mais s'ils estimaient qu'elles n'étaient pas, elles ne correspondaient pas, enfin ne permettaient pas elles correspondaient pas à la situation exacte de la personne malade, de passer outre. La nouvelle loi de 2016
oblige le médecin à vraiment les respecter. Une obligation, dit-il, le texte l'est, excusez-moi, où je, le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix. Hein, donc la volonté de la personne malade, qu'elle soit consciente ou inconsciente, a beaucoup plus de poids qu'avant. Alors, les rapporteurs de la loi avaient voulu aller au plus loin, ça devait devenir un droit opposable, c'est-à-dire que le médecin ne pouvait pas s'opposer à la volonté. Voilà. Les médecins ont dit quand même, on n'est pas des prestataires de service, on a aussi on connaît notre métier, on a quand même une sagesse pratique et on sait qu'il y a des moments, on ne peut pas toujours répondre à la volonté de la personne malade parce que ce qu'elle demande n'est pas conforme à son état et que peut-être que tel traitement lui sera bénéfique. Bon, donc la loi n'est pas allée jusqu'à à faire de la volonté de la personne malade un droit opposable, chose auquel on ne peut pas s'opposer. Elle a laissé ce garde-fou quand même, une marge de manœuvre quand même, pour que les médecins ne soient pas simplement des exécutants, des prestataires de service. Voilà. Vous demandez, j'exécute. Mais on va vers un renforcement de la volonté de la personne malade. Oui, donc déjà on avait ouvert un chemin, pour prendre l'expression de Monseigneur Macron, excusez-moi, du président Macron, vers un chemin vers un renforcement de la volonté individuelle de la personne en fin de vie. Et finalement, le président Macron, vous voyez, donc il fait cliquer, renforce ce droit de la personne en fin de vie d'être écoutée dans ses désirs, dans sa volonté peut-être d'être aidée à mourir. Et là, visiblement, c'est pas la loi irait jusqu'à non pas respecter cette volonté, mais la suivre. En tout cas, s'y conformer. Alors, surtout, ce qu'a introduit la loi de 2016, c'est un droit nouveau. C'est le droit à, ce qui est nouveau dans la loi, et ce qui est un peu aussi nouveau d'un point de vue juridique, à pouvoir bénéficier en fin de vie, dans des conditions bien particulières, d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors, jusqu'à présent, les médecins pouvaient, dans certains cas, lorsque la souffrance était réfractaire, qu'il n'y avait pas d'autres moyens, qu'on avait utilisé toutes les médications possibles, on n'arrivait plus à calmer la souffrance, de pouvoir donc plonger la personne dans un état de conscience minimale qui fait qu'elle ne perçoit plus sa souffrance, donc de l'endormir, de la sédater de manière profonde, alors soit avec des périodes de réveil pour lui permettre de communiquer avec son entourage jusqu'à ce qu'elle meure, ou à un moment voilà, lorsque même les périodes de réveil sont trop douloureuses, de plonger la personne dans un sommeil, une sédation profonde, jusqu'à ce que la mort naturelle advienne. Voilà. Et en général, ça s'accompagne de suspension des traitements d'hydratation et d'alimentation. On est en fin de vie, c'est dans les derniers jours, les dernières heures. En général, c'est pas ça qui va accélérer la mort. C'est pas parce qu'on n'hydrate plus, on ne nourrit plus la personne. En général, son corps, de toute façon, le corps de la personne n'agère plus. Donc là, c'était dans l'arsenal de soins, c'était une possibilité. Ça s'était laissé à la discrétion des soignants qui estiment en fonction de l'individualité du cas ce qui était le mieux à faire pour soulager et prendre en charge la souffrance. Maintenant, ça devient un droit, c'est-à-dire que les malades peuvent exiger, et ça doit être accordé, de bénéficier de cette procédure-là. Oui. Donc en général, c'est rare que la loi aille jusqu'en... C'est la première fois qu'une loi, dans le Code de santé publique, va jusqu'à prescrire un acte de soin, un acte pas thérapeutique, un acte de soin, un acte médical. Ça, c'est nouveau. Et c'est là où peut-être qu'il y a une tendance qui n'est pas très bonne dans notre législation. La loi, elle doit rester quand même générale. Et après, c'est à chacun, au juge ou au médecin de discerner dans l'individualité du cas comment appliquer la loi. Là, la loi, elle va jusque dans la singularité, dans le singulier. Ouais, or, la loi, elle doit quand même rester générale. Ouais, elle doit pas... Vous voyez, je veux dire individualiste, loi individualiste. Oui, mais là, elle va changer général et c'est nouveau. Alors, et là, beaucoup ont dit, est-ce que cette loi n'a pas introduit quelque chose de l'ordre de l'euthanasie? Voilà. En tout cas, une possibilité de faire des euthanasies. Alors, normalement, en soi, la sédation continue, prolongée, jusqu'à ce qu'on fasse terminer une maladie incurable, jusqu'à ce que la mort survienne de manière naturelle, ce n'est pas un geste euthanasique. Parce que l'intention, ce n'est pas de mettre fin à la vie de la personne. On ne donne pas une substance létale. On donne une substance qui endort profondément, qui fait perdre la conscience,
en espérant que dans cet état-là, la personne ne perçoit plus sa souffrance physique ou psychologique. Mais ce n'est pas ça qui provoque la mort, d'accord? Ni dans l'intention, ni dans le geste que l'on pose. Alors évidemment, on peut toujours augmenter les doses de sédatifs, et peut-être à certaines doses, peut-être que là, les doses deviennent létales, et qu'elles provoquent la mort. Mais normalement, si vous regardez, faites une enquête, vous voyez les procédures tout ça c'est bien décrit, c'est bien, voilà, tout est fait normalement pour éviter d'aller vers le geste euthanasique. Mais de fait, une personne pourrait, en demandant, parce qu'il est bien précisé que il y a des cas où la personne n'est pas en fin de vie, mais estime que psychologiquement elle ne peut plus supporter l'état dans lequel elle est, mais la perspective d'entrer dans un état de vie très diminué, de souffrir, et donc peut demander de bénéficier de... Voilà. Est-ce que donc cette demande-là de sédation, est-ce que ce n'est pas une demande d'euthanasie masquée? D'avancer lors de sa mort. Normalement, la loi a prévu quand même qu'il y ait un dialogue avec le médecin pour s'assurer que la volonté du patient n'est pas euthanasique. Que ce n'est pas un suicide assisté déguisé. Il y a quand même des garde-fous, d'accord? Mais il est vrai qu'il est toujours possible de mal utiliser ces dispositions. Mais je ne crois pas que c'était la volonté du législateur d'introduire de manière subreptice l'euthanasie. D'accord? Bon. Je vais juste finir par préciser ce qu'on entend finalement par euthanasie, suicide assisté et les soins palliatifs. Parce que vous l'avez vu, la technique, la rhétorique du président Macron, en tout cas l'enfumage, c'est de ne pas nommer les choses, c'est d'entretenir la confusion. Voilà, on ne veut pas nommer, pas question d'euthanasie et de suicide, mais c'est bien ça qu'on veut faire. On prend des euphémismes, on parle d'aide à mourir. Comme on ne parle pas d'avortement, on parle d'interruption volontaire de grossesse. C'est un euphémisme pour dire qu'on met fin à l'existence d'une personne à naître, d'un enfant. D'accord? Ça ne veut rien dire, une grossesse. Oui, c'est un euphémisme, on ne nomme pas les choses. L'aide à mourir. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que il y a dans ceux qui militent pour l'euthanasie, il y a une volonté d'entretenir une confusion volontaire autour du terme euthanasie. Soit en le mettant des étiquettes, on parle d'euthanasie directe, indirecte, ou de gestes thérapeutiques, ou d'aide à mourir. Voilà. Et surtout d'équiparer et de dire que finalement, que toute décision médicale qui ne va pas dans le sens d'un maintien de la vie aussi longtemps que possible, le fait qu'à un moment on décide que la vie, on ne va pas la maintenir dans cet état-là, ce qui peut arriver, on estime à un moment que les soins sont disproportionnés, donc on va arrêter de... Donc de fait, ça va accélérer la fin de vie, et bien que ça serait synonyme d'euthanasie. Pourtant, il y a une différence. Arrêter une démarche, un traitement, parce que c'est disproportionné, voilà. Et donc accepter simplement que la mort arrive naturellement, c'est pas la même chose que de poser un geste qui va provoquer délibérément la mort. Mais en général, on entretient le flou. Ce que disait, voilà, on est resté dans l'épaisseur. Qu'est-ce que disait le président Macron? C'est intéressant. L'épaisseur de la différence. Voilà. Moi, je vois pas trop de différence entre donner une substance létale et plonger la personne dans un sommeil continu et profond, une oscillation profonde et terminale. Vous voyez? Si, il y a une différence. Il y a une différence dans l'intention, dans ce qu'on veut faire, et puis aussi dans les actes que l'on pose. À côté, vous ne pouvez pas dire je ne veux pas tuer la personne, mais je vais juste donner une substance létale. Si vous donnez une substance qui donne la mort, vous voulez la mort de la personne. Oui. Vous ne pouvez pas dire votre geste, il a pour intention, pour finalité, donner la mort. Oui. Voilà. En revanche, toute sédation profonde en phase terminale d'une maladie incurable n'est pas une euthanasie. Elle pourrait être détournée, mais en soi, ce n'est pas. Oui. Si les dosages sont bien respectés et qu'on ne provoque pas la mort. Vous voyez? Donc il y a une volonté aussi finalement d'équiparer, de brouiller les pistes, créer une confusion en disant finalement en fin de vie, c'est à peu près la même chose. Or, non, il y a des gestes, il y a des différences. Ces gestes ne sont pas les mêmes. Moralement, ce ne sont pas les mêmes, on ne parle pas de la même chose. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'une euthanasie? Une euthanasie, si je trouve la définition que j'avais notée, qu'on trouve dans les textes de l'Église, dans l'Évangile de la vie. C'est quoi? Une euthanasie, c'est une action
ou une omission. Vous pouvez tuer quelqu'un soit par un geste positif, hein, ou des sciences létales, ou si vous refusez des soins, par exemple, si vous ne nourrissez pas une personne pour qui aurait besoin d'être nourrie ou hydratée, vous omettez de lui donner les soins nécessaires à sa subsistance, elle va mourir. Donc l'euthanasie, ça peut être une action ou une omission qui, de soi, hein, dans le geste même, hein, si vous donnez une substance létale, de soi, hein, si on vous donne une aspirine, sauf si vous avez une intolérance à l'aspirine et que c'est mortel pour vous, actuellement, si je vous donne une aspirine, un cachet, normalement, ce n'est pas une substance létale, d'accord? En soi, prendre une aspirine ne donne pas la mort. Donc c'est une action d'omission qui, de soi, c'est-à-dire dans sa matérialité, ou dans l'intention, donc l'intention de ce que veut faire le sujet, donne la mort afin de supprimer ainsi toute douleur. Et donc c'est finalement tout acte, toute omission qui donne la mort. Alors, dans une circonstance particulière, c'est sur une personne qui est en fin de vie et qui souffre. Donc le motif, c'est de faire supprimer la douleur en donnant la mort. De fait, hein, c'est rapide. Hein. Si un problème, c'est la douleur et la souffrance, moyen rapide, on supprime le sujet, le porteur de cette souffrance, en le supprimant. De fait, s'il n'y a plus personne qui souffre, il n'y a plus de douleur. Donc l'euthanasie se situe au niveau à la fois des intentions et des procédés employés. Alors ce qui est intéressant, c'est que Macron nous dit finalement, nous n'avons aucune intention euthanasique. Nous voulons simplement ouvrir un chemin et permettre à une personne d'ingérer, si elle le souhaite, dans certaines conditions, etc., une substance létale. Mais notre intention n'est pas de libéraliser, de donner un droit à quelconque sujet. Or, si de soi, donner substance létale, c'est réaliser l'euthanasie. Oui. D'accord ? Voilà. Alors le suicide assisté, eh bien, c'est une... Si on devait finir, hein, donc c'est un geste hein, posé par une... Le suicide, c'est un geste hein, qui vise à... C'est un geste qui vise à... Enfin, le suicide assisté, donc en tout cas, c'est un geste qui procède à la volonté d'un individu de mettre fin à son existence, hein, de se retirer de l'existence. Assisté, parce que cette personne-là ne peut pas le faire, parce qu'elle doit être empêchée physiquement. Imaginons qu'elle soit tétraplégique, sur un lit, elle ne peut pas... Voilà. Donc elle demande qu'un tiers l'aide, en tout cas lui administre ces substances, répondre à son désir de mettre fin à sa vie. D'ailleurs, on voit bien que la suicide assistée, c'est finalement une forme d'euthanasie, hein, parce que le tiers, lorsque je donne une substance létale, je l'injecte à une personne, par exemple, qui serait gravataire, hein, qui serait tétraplégique, par exemple, on ne pourrait pas s'injecter la substance, je ne fais pas que répondre à la volonté de vouloir en finir avec la vie de cette personne. Je pose un acte positif. J'appuie sur une seringue, j'administre, donc je collabore directement. Oui. Donc je pose un geste euthanasique aussi. Oui. Donc c'est même plus grave suicide assisté, parce que c'est grave du point de vue de la personne hein, qui se retire de l'existence, et surtout qui implique un tiers, hein, qui demande la collaboration d'un tiers. Donc il y a une gravité de plus même, dans ce geste-là. Oui. Voilà. Alors les soins palliatifs, hein, qu'est-ce que ce sont? Alors les soins palliatifs, ce sont, donc si on regarde la définition qui est donnée par la Société française d'accompagnement, les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne en phase évoluée ou terminale d'une maladie potentiellement mortelle. Donc ce sont des soins, ce ne sont pas des thérapeutiques. Hein, les soins palliatifs, alors le problème c'est que même cette définition n'est pas très juste. Parce qu'il y a l'idée que finalement, le soin palliatif, ce sont des gestes médicaux que l'on poserait une fois que l'on ne peut plus soigner, guérir. Donc, lorsqu'on peut guérir, on peut toujours encore soigner. D'accord ? Donc, l'idée qu'une fois qu'on a dépassé qu'on a tout épuisé tout l'arsenal thérapeutique, il ne reste plus qu'à accompagner la personne. Or, hein, normalement, les soins palliatifs commencent dès qu'on a un traitement lourd. C'est-à-dire que c'est un accompagnement global de la personne, c'est une prise en charge de sa souffrance physique et psychologique et spirituelle aussi, hein, de tous ses besoins. Donc, c'est une vision où la personne n'est pas venue comme un corps souffrant ou comme un organe hein, qu'on soigne, hein, mais que derrière l'organe qu'on soigne, par exemple le cœur ou le foie, il y a aussi une personne, une vie. Et donc ce sont des soins qui vont viser à entourer, accompagner toute la personne lorsqu'elle est dans une situation de thérapeutique lourde ou en fin de vie.
Et ces soins ont pour visée de lui fournir une qualité de vie et de l'aider à sauvegarder, de maintenir sa dignité de personne jusqu'au bout. Voilà. Et les soins palliatifs considèrent le malade comme un vivant et la mort comme un processus normal. Voilà. Donc l'idée aussi qu'on a, contrairement à ce que dit Macron, jusqu'au bout on est vivant. La mort n'est pas déjà là. Tant qu'on n'est pas mort, on est toujours vivant. Donc les soins palliatifs, c'est une vision aussi de la personne malade, c'est-à-dire que même une personne qui est très diminuée, jusqu'au bout, on la considère comme un vivant, et donc on lui donne tous les soins qui sont dus à un vivant. Oui. Donc une présence, etc. Et même lorsqu'on ne peut plus l'hydrater, le nourrir, eh bien, on sera là à côté, on se tient à côté. Oui. Voilà. Je finirai là-dessus. Je revenais à la question, est-ce que vraiment, ce que semble dire le président Macron, est-ce que vraiment, dans certaines situations existentielles en fin de vie, on se retrouve face à ce dilemme d'avoir à choisir entre deux mots, entre deux actes mauvais. L'un, finalement, l'impuissance face à la souffrance, que ce soit psychologique ou physique, l'impuissance. Et donc d'assister impuissant à l'agonie, aux souffrances qui peuvent être terribles dans certaines personnes. Alors, petite parenthèse, la plupart des cas, rares sont parmi eux ceux qui vont mourir dans des souffrances terribles. Enfin, je veux dire, la plupart des gens meurent soit simplement d'une mort sans souffrance, ou même ou pris vraiment en charge, et meurent sans souffrance. Là, on parle vraiment de cas extrêmement. Imaginons dans un cas extrême, voilà, on a cette impuissance, et puis en face, on n'aurait l'autre choix qui serait de poser un geste létal, de donner la mort. Oui, donc finalement, le moindre mal. Alors, dans la vision catholique des choses, vous savez, vous l'avez dans l'Écriture, vous irez voir Saint Paul, Romains 3,8. Saint Paul dit, rappelle un principe moral, mais qui n'est pas simplement chrétien, qui est humain. Saint Paul dit, il n'est jamais permis de faire le mal pour qu'en résulte un bien. Il n'est jamais permis de faire le mal pour un bien. Ou si vous voulez, la fin ne justifie pas les moyens. La fin peut être bonne, d'essayer de mettre fin à des douleurs, en tout cas de les prendre en charge, ou de soulager une personne qui souffre. Mais cette fin-là qui est bonne ne justifie pas n'importe quel moyen. Le bien ne peut être produit que par le bien. Oui. Alors ça, c'est vrai de tout, dans notre existence. Je veux dire, on ne se sort pas d'une situation en mentant, ou en volant. Il n'est pas permis de faire le mal pour un bien. C'est vrai que c'est un principe aussi moral, fondamental, qui constitue notre humanité. Et si on franchit cette ligne-là, on l'a vu dans l'histoire, un exemple célèbre, c'est le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. On a justifié donc un acte injustifiable. On a bombardé deux villes qui étaient des objectifs qui n'étaient pas militaires. Donc on a volontairement bombardé des objectifs dans des villes, donc des civils, donc des personnes innocentes qui étaient des personnes non combattantes, donc contre le droit de la guerre, pour faire le maximum de victimes afin donc de faire capituler le Japon, de provoquer une telle onde de choc que fait que le Japon allait être accablé, de fait, en montrant la supériorité aussi de l'armée américaine. Et donc on a délibérément choisi un mal, de faire disparaître des innocents. Pourquoi ? Pour la paix. En vue de l'objectif, c'était de mettre fin à la guerre, des conflits meurtriers de l'histoire de l'humanité. D'accord ? Donc on a justifié pour une fin bonne, qui est la fin de la guerre, on a justifié la commission d'un mal ignoble. D'accord ? Et ça, voilà, on a voulu produire un bien à travers un mal. C'est injustifiable. Oui. Et donc non, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire lorsqu'on est face à une situation extrême ? Elles ne sont pas nombreuses, elles peuvent arriver. Eh bien, on accompagne jusqu'au bout. Mais il reste cette démarche palliative d'accompagner, d'essayer d'user de tous les moyens possibles, des substances, des thérapeutiques, des antalgiques, de la sédation qui est proposée. Je pense quand même que la sédation répond à ces situations extrêmes, d'accompagner. Mais et on n'a jamais l'obligation de poser un acte létal, donc de mettre fin à la vie de cette personne. On n'a jamais à choisir le mal.
voilà. On doit, donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, s'abstenir de faire le mal. Donc, s'abstenir de cette tentation de mettre fin à cette existence, de poser un geste létal. Et de faire tout ce qui est en notre moyen. Et puis aussi, peut-être de tolérer qu'à un moment, on est impuissant, on ne peut rien faire. Et d'accompagner par la tendresse, la compassion, la proximité ces personnes-là. Et puis, à un moment, d'assumer, et aussi d'accepter notre finitude, le fait qu'on n'est pas tout puissant, on n'est pas maître de la mort et de la vie, et qu'il y a des situations extrêmes où il ne nous reste plus qu'à être humain, c'est-à-dire être là, debout, à côté, compatissant. Voilà. Mais vous voyez, la tentation est grande de justifier, d'aller... mais je crois qu'il faut se retenir, sinon on perd notre humanité, vous voyez, si on commence à choisir le moindre mal. Vous voyez, donc ces dilemmes, ils n'existent pas. Je veux dire, dans toute situation, vous réfléchirez dans votre vie, si des fois peut-être vous êtes sorti d'un mauvais pas, je sais pas, en mentant, ou en disant que c'était le moindre mal. Non. Alors ce qui est vrai, c'est que ce que dit l'Église, il est parfois licite de tolérer un moindre mal afin d'éviter un mal plus grand. De fait, dans ce cas-là, en fin de vie, eh bien, le moindre mal, ça sera malheureusement de tolérer notre impuissance et la souffrance résiduelle, pour éviter le plus grand mal, qui est de donner la mort. On tolère, c'est-à-dire qu'on accepte un mal dont on ne peut pas se débarrasser. Mais c'est autre chose que de faire le mal. Et je finirai par 2 citations. Françoise Dolto, vous connaissez peut-être, qui est une psychologue, qui a beaucoup écrit, qui a fait progresser la science psychologique, entre autres pour l'accompagnement de l'enfance, la psychologie de l'enfant. Bon, peu importe, elle disait « Demander la mort », donc du côté du patient, et la donner, c'est une communication manquée. Demander la mort et la donner, c'est une communication manquée. Et c'est ce que disent les soignants. Si, lorsque quelqu'un demande la mort en fin de vie, ou simplement parce qu'elle souffre trop, et lui donner cette mort qu'elle demande, on a loupé finalement ce qui était en jeu. On n'a pas compris ce qu'elle voulait dire. Et Verspieren disait « Donner la mort au malade qui la demande, ce n'est pas nécessairement sa liberté, c'est souvent le prendre au mot, c'est répondre par un acte mortifère à ce qui, dans bien des cas, est un cri d'appel. Donner la mort dispense d'entendre cet appel. Donner la mort dispense d'entendre cet appel. » Vivre comme le Christ.